Renault.fr. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec nos esprits libres à 8h41 sur Radio Classique, Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point. Géraldine, bonjour. Bonjour. Et Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour David. Que vous retrouverez demain à 8h pour l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova. Ce matin, on va parler de ce qui est obligatoire et de ce qui est facultatif ou volontaire. Vous me voyez arriver. On va commencer par le facultatif et le volontaire. Le volontariat, c'est ce nouveau service militaire. Et puis ensuite, on parlera de l'emprunt obligatoire, la dernière idée socialiste au Sénat, pour aller chercher de l'argent chez les riches. Alors, le service militaire, vous l'avez fait, Jean-Marie Colombani? Alors moi je ne l'ai pas fait parce que pour une raison très simple, c'est que j'appartenais à la classe 68. J'ai cru que c'est parce que vous étiez corse. Non. Il y a beaucoup de Corses qui sont dans les armées. Oui, bien sûr. Et dans la police, etc. Et dans ce que l'on appelait les colonies à l'époque. Oui. Sans les Corses, il n'y avait pas de colonies, mais peu importe, c'est un autre sujet. Donc la classe 68, les états-majors voyaient arriver comme la peste les 68A. Ils n'en voulaient pas. Mais vous étiez vous-même 68A? J'étais à la classe 68, donc j'étais forcément réputé... Ah oui, vous aviez une étiquette sur le front. J'avais une étiquette sur le front. Et donc j'avais reçu, comme d'autres camarades, une lettre disant, voilà, si vous tenez absolument à faire votre service, vous vous inscrivez, sinon vous êtes considéré comme réserviste et vous êtes réserviste du service actif, point final, sans avoir à faire le service. Je me suis rangé dans cette catégorie. Vous aviez les cheveux longs Voilà. à l'époque ou pas, Jean-Marie Colombani? Plutôt à la Beatles, oui. D'accord. Voilà. Et vous étiez sur les barricades, vous aviez envie de... Non, je suis sage. mouvement, enfin sage, tout le monde était dans la rue à l'époque, donc voilà. Et tout le monde ne disait pas 10 ans ça suffit, mais... On va, je vais slogan. revenir vers vous, Jean-Marie, pour savoir ce que vous pensez du rétablissement d'un service militaire. Là, il est volontaire. Mais avant, je voudrais entendre Géraldine Vosner sur cette mesure basée sur le volontariat. Donc, 10 mois, 800 € par mois. Est-ce que Emmanuel Macron est dans le vrai? Est-ce qu'il touche à quelque chose dont la France a besoin? En tout cas, ça correspond effectivement à la fois à un besoin. La France manque de réservistes et l'espoir, d'après ce qu'on comprend, c'est que 5 à 10% de ces jeunes rejoignent ensuite la réserve. Et c'est un principe de réalité. On ne va pas rétablir un service pour toute une classe d'âge qui coûterait une fortune. On n'a plus l'encadrement, on n'a plus... voilà. Et là, il va quand même falloir... Enfin, ça va coûter quand même. Il va falloir trouver ces 2 milliards d'euros. Moi, je trouve ça quand même positif parce que il envoie aussi un signal politique, en réalité, qui est celui de la nécessité d'un engagement pour défendre le pays et qui est pas forcément lié à la situation actuelle. Enfin, on voit que tous les pays d'Europe se préparent de nouveau à des situations de conflit avec la Russie, et d'envoyer ce signal politique à la jeunesse, oui, ça me paraît important. Jean-Marie Colombani, on fait semblant de ne pas comprendre les choses, mais les armées simulent des conflits et font des exercices depuis la nuit des temps, depuis que les armées existent. Donc ça, c'est une première chose. Le signal que veut envoyer le chef de l'État, c'est plutôt un signal pas de mobilisation immédiate ou même pas de va-t-en-guerre, ce que les oppositions lui reprochent. C'est simplement une sorte d'hygiène de vie d'une nation, c'est-à-dire de se préparer à toute éventualité, comme le font les Japonais avec les tremblements de terre. Absolument. De toute façon, il y a deux objectifs dans ce rétablissement, parce que traditionnellement, on considère que le service militaire était un modèle d'intégration. Et donc, comme on a un furieux besoin d'intégration, revenir au service militaire, c'est se redonner une chance d'avancer dans cette direction. L'autre direction, c'est que ça participe de l'alerte que donne le pouvoir, les militaires, les politiques, sur la situation réelle hors des frontières. Et sur l'idée que, attention, on va peut-être vers un conflit de haute intensité et qu'on a tous besoin. Donc, tous les pays européens se réarment et tous les pays européens reviennent vers des formes de service militaire. Donc ce sont les deux fonctions de cette mesure prise par Emmanuel Macron qui, par ailleurs, on voit bien en même temps que ça n'est pas toute la réponse. Parce que les chiffres de gens que cela va toucher sont quand même faibles. C'est une montée en puissance. C'est une montée en puissance et surtout ça participe de l'alerte générale et du fait qu'il faut absolument sensibiliser l'opinion au fait qu'on vit aujourd'hui dangereusement
et qu'on vit aujourd'hui sous la menace, ce qui nous était pas arrivé depuis à peu près 80 ans. Est-ce que c'est aussi une façon de mobiliser le pays, tous azimuts en vérité, comme on l'a mobilisé contre le Covid, comme on aimerait le mobiliser pour le travail? Est-ce que ça n'est pas le réveil matin d'un pays qui s'endort un peu, d'un pays vieillissant, un peu léthargique, qui a porté au pinacle l'État-providence sans se demander ce qu'il pouvait faire pour le préserver? Géraldine Vossner. Peut-être, en tous les cas, il y a des signes préoccupant de décohésion nationale qu'on observe dans toutes les strates de la société, on les observe à l'Assemblée nationale, mais dans la jeunesse c'est frappant. Vous voyez, après l'annonce de cette mesure, on a entendu que plus de 80% des Français y sont favorables, mais moins de 4 jeunes sur 10. Donc il faut envoyer ce signal que oui, l'appartenance à une nation est importante, qu'il y a des droits, qu'il y a aussi des devoirs, et le volontariat, permet quand même peut-être de valoriser ces démarches-là. Évidemment, s'il s'agit, si l'intention cachée est de pallier les manques de l'intégration, je pense que là, on court vers l'échec. C'est pas le boulot des armées de faire ce que l'école n'arrive pas à faire. Oui et non, parce que les armées le font déjà sur l'intégration. Regardez les personnels qui sont employés sur le Charles de Gaulle, par exemple. Les marins font beaucoup appel à des jeunes entre guillemets de banlieue. Quand vous regardez ce qu'était notre corps entre guillemets expéditionnaire au Sahel, c'était des jeunes gens qui pour la plupart n'étaient pas issus des beaux quartiers. Non, mais qui étaient désireux de servir aussi. Qui étaient d'ailleurs, je le précise, qui étaient accompagnés de leur imam. On avait l'habitude qu'on soit accompagné par un prêtre, les soldats le soir. Là, c'était des imams qui encadraient nos jeunes soldats qui étaient au Sahel et dont certains sont morts d'ailleurs. Donc il y a jamais eu en France de panne de mobilisation de cette nature. Et les armées ont constamment toujours fait un travail souterrain mais réel qui aide à l'intégration. Vous savez qu'en Suisse, quand vous faites votre service militaire, vous avez des réductions d'impôts. Si vous le faites pas, vous aurez plus d'impôts à payer. Ça donne droit à des réductions d'impôts de faire son service national. Logique. Ça vous inspire quoi, Jean-Marie Colombani? C'est rigolo. C'est bien à la philosophie suisse. Ah, ils sont très pragmatiques. Ça, tout à fait. Oui. C'est ma transition avec l'impôt obligatoire. Enfin, pas l'impôt, l'emprunt obligatoire. Rémunéré 0%. Donc vraiment, ça vous rapporte rien si ça vous coûte. Si vous faites partie des 20 000 contribuables les plus fortunés de France, vous pourriez, si la proposition des sénateurs socialistes va jusqu'à son terme, être forcé de prêter de l'argent à l'État qui vous l'empruntera donc à taux zéro. Donc il y aura pour vous, en ce qui, comme on dit en économie, un coût d'opportunité parce que vous ne pourrez pas placer cet argent ailleurs, donc il ne vous rapportera pas. Mais l'État pourra peut-être le faire mieux que vous. En tout état de cause, que pensez-vous de cette idée des sénateurs socialistes d'obliger les grands contribuables à prêter à l'État à taux zéro ? Bon, alors déjà, moi, je suis un esprit simple. Donc, j'aime pas trop quand on met les mauvais mots sur les choses. Un emprunt obligatoire, donc non consenti, et sans intérêt, donc compte tenu de l'inflation qui va vous coûter de l'argent, c'est un vol. Il n'y a pas de consentement. Non, c'est un vol. Je vous prends. Mais ça n'a pas été fait dans les années 80. Alors non, dans les années 80, c'est vrai que l'échelle était plus large. En 83, l'emprunt Morois, il concerne plus de 7 millions de foyers. Déjà, c'est énorme, mais il est avec intérêt. L'ordonnance prévoyait des intérêts de 11%. Donc, compte tenu de l'inflation, ils ont rien gagné, mais ils ont rien perdu. Là, c'est sans intérêt. Compte tenu de l'inflation, les gens à qui on va prendre vont perdre de l'argent. Et c'est d'autant plus bête que 20 000 foyers très riches ont davantage de moyens d'organiser l'évitement, c'est-à-dire de déménager leur résidence fiscale, que 7 millions de contribuables ordinaires. Donc je trouve ça assez frappant qu'on en vienne à proposer ça alors que rien ne le justifie. Il n'y a pas de crise. Déjà en 83, les socialistes l'ont fait parce que 2 ans avant, on avait fait la retraite à 60 ans qu'on ne pouvait pas financer. Enfin, c'est un réflexe historique, Géraldine, parce que dans l'histoire économique et politique de la France, il y a toujours des emprunts. Il y a des emprunts portant le nom d'un président du Conseil ou portant le nom d'un ministre des Finances. Et le recours à l'emprunt comme expédient a toujours été pratiqué par la Troisième République, par la Quatrième République. Oui, mais alors là, sans intérêt, on s'approche des dictatures. Pardon. Non, on s'approche
pour moi, c'est un impôt déguisé, donc ça n'ira pas plus loin que ça, cette idée. Mais cela dit, c'est marrant comme ces réflexes-là reviennent sur le devant. On est en difficulté, donc on va l'emprunt ou alors l'impôt. Et voilà, sans réfléchir. Tout plutôt que de supprimer l'abattement de 10% sur les retraites. Moi, je trouve ça, mais c'est quand vous voyez les alternatives, en fait. Je vous dis, on nage en plein délire. Vous êtes favorable à la suppression de cet abattement sur les retraites ? Disons qu'on a différentes pistes pour trouver des marges d'économie. Ça me semble, à la limite, on pourrait commencer par faire ça avant de songer à un emprunt obligatoire sans intérêt. Jean-Marie Colombani, il a l'œil qui frise quand on parle de ces vieilles ficelles, en fait. Oui, ce sont vraiment des vieilles ficelles. En fait, cet emprunt... Pinet, l'emprunt Poincaré, l'emprunt, tout ce que vous voudrez. Il y a toujours, à chaque époque, correspond à son emprunt. Donc j'imagine que ce gouvernement ne veut pas être en reste et veut s'inscrire dans cette grande tradition. Mes chers amis, on va laisser le code des impôts et les subtilités des documents budgétaires qui sont pas nécessairement le meilleur moyen de se mettre à lire, et on va se plonger dans vos souvenirs respectifs, Géraldine, Jean-Marie, sur la référence littéraire ou le livre qui vous a donné envie de lire. Alors c'est très difficile, parce que chaque âge a son livre. Donc les premiers dont je me souviens quand je suis vraiment très très jeune, c'est cette bibliothèque rouge et or, c'était les contes et légendes. C'est des très vieux livres, et ma mère en avait toute une collection de quand elle était petite fille. Donc moi, quand j'avais 6 ans, c'est les premiers livres que j'ai lus, et je crois que je pouvais y passer une bonne quinzaine d'heures par jour. Je tombais là-dedans, et c'était les contes et légendes d'ailleurs qui m'ont fait voyager, et voilà, je regarde. Je revois encore les tranches. Il y en avait d'Azerbaïdjan, il y en avait de Chine, il y en avait du Pérou. C'était formidable. C'est particulier de se souvenir de cette première lecture. Géraldine est très émue là. En fait, ce que disait Géraldine, c'est que c'est vrai, à chaque âge correspond ses lectures. Je veux dire, chaque année ça changeait. Donc moi, mais les premières lectures, c'est des bandes dessinées quand même. C'est Tintin. Ah bon ? C'est Tintin. Tintin. Vous allez vous faire un ami là. Hervé Gattegno est derrière la vitre Tintin, là. C'est Spirou. Il salive. C'est Spirou, c'est Mickey. Je veux dire, d'abord c'est des bandes dessinées. Ensuite, quand on aborde à l'écriture, pour moi, c'est Pagnol. Pagnol, le château de ma mère, et c'est une lecture qui passionnait et qui entraînait vraiment passionnément. Et ensuite, après Pagnol, c'est tout Cesbron. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Gilbert Cesbron, voilà. Chien perdu sans collier. Voilà, exactement, si ça vous dit quelque chose. Et ainsi de suite. Après, on peut remonter comme ça. Ouais. Allez, je partage avec vous un souvenir de lecture. Pour ma part, c'est une lecture que j'ai découvert après. J'avais lu d'autres choses avant, mais c'est L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Et si vous n'avez pas envie de lire, vous allez sur Internet, vous tapez L'homme qui plantait des arbres, Jean Giono, Philippe Noiret, et vous avez pendant un quart d'heure, 20 minutes, la lecture de cette nouvelle par Philippe Noiret, parce que Jean Giono était un écolo avant l'heure. Et ça vous raconte l'histoire d'un homme qui repeuple une vallée en Provence. C'est absolument magnifique. Et c'est pour tous les âges. Voilà. Merci. Je vous remercie tous les deux. On va se séparer avec un classique, non pas de la littérature, mais du théâtre et de la musique. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de Lully, venu au monde un 28 novembre 1632. Voilà la marche des Turcs qu'on entend évidemment à la fin du Bourgeois gentilhomme. Il est mort tragiquement. Lully, oui, s'est fait mal avec son bâton. Avec son bâton. Bah oui, tant pis.